Et voilà, nous y sommes. Vous écoutez le Singlecast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Et ce soir, nous sommes en effectif légèrement réduit, mais je suis quand même là avec deux de mes acolytes favoris. Olivier Scars. Olivier, comment vas-tu? Mais ça va très bien, Benoît, merci. Et toi-même? Ah bah écoute, on fait aller, hein, la vie, la vraie, comme on dit. Euh, et sinon, également, l'extraordinaire homme à la poussette, sans poussette depuis bien longtemps, mais qui revient à chaque fois avec des news palpitantes que je suis sûr qu'il va nous exposer aujourd'hui, en long et en large. Ça va palpiter. Ça va très bien, merci. Ouais. Les news, ça va être léger. Ah bah écoute, avant d'annoncer le sujet du jour, je propose justement de commencer par la rubrique news pour ne pas changer les bonnes habitudes. Ouais. La rubrique news qui est donc sponsorisée aujourd'hui par Extreme, un site de référence de Rome en boutique à Paris ainsi qu'en ligne. Et c'est aussi le partenaire de ce podcast qui nous accompagne tous les 15 jours. Voilà. Ouais, très bien. Merci, Excellence Rome. Merci à eux. Voilà. Bien le bonsoir. On va commencer avec un petit erratum d'il y a 2 semaines, puisque le Saint James 18 ans dont nous parlions. Attends, erratum, donc tu admets avoir fait une erreur? Absolument. Une bourdasse. Wow. Ouais. Tes annonces ne sont donc pas fiables. Tu sais, je me dis que si j'en mets une petite de temps en temps, les gens me trouveront moins parfait. Ah, c'est peut-être ça, oui. En toute humilité, bien évidemment. Tu as raison. Donc, ce Saint James 18 ans ne fera pas partie de la gamme permanente, mais c'est en fait une édition limitée, je crois à 2000 exemplaires, 2000 bouteilles. Et puis, il devrait être aux environs de 185 €. Et donc un peu plus cher que ce qu'on pensait, mais pas complètement déconnant non plus, vu l'âge de la bête pour un AOC Martinique. Voilà. Et puis on est chez Saint James, alors on y reste avec 2 nouveaux rhums arrangés. Rappelez-vous, l'année dernière, ils avaient sorti 2 références, et bien en voilà 2 nouvelles, avec le banane flambée vanille bourbon d'un côté, et de l'autre, le citron gingembre. Et enfin, quand je vous disais que ça allait être un peu léger, la favorite revient avec un nouveau millésime, puisqu'ils sortent tous les ans des millésimes, bien entendu. Et là, ce sera le 2017. Et celui-ci a un vieillissement intégral en ex-fût de Bourbon. Parfois, ils font des petites variantes, mais celui-là, c'est 100% ex-fût de Bourbon. Et les news, c'est déjà fini. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Je crois que les mois de janvier et février ne sont pas méga propices aux sorties de nouveautés. Je viens de faire quand même une rime assez incroyable. Heureusement qu'il y avait un erratum dans l'eau, sinon ça aurait été encore plus court. T'as vu, j'ai fait durer un peu. Ouais, effectivement, tu as fait durer le suspense, comme on dit. Alors, émission un peu spéciale ce soir avec un Olivier Scars qui est intermittent dans cette émission, puisque de temps en temps il est là, de temps en temps il n'est pas là. Voilà, c'est je suis là, je ne suis pas là, enfin voilà. Il nous a proposé un sujet exactement. Il nous a proposé un sujet qui, je pense, a été refusé dans notre dernière réunion. Et donc, tout simplement, ce soir, nous avons décidé que nous allons laisser la parole à nos auditeurs. Car oui, chers auditeurs, ce soir, c'est vous qui avez la parole et nous allons tenter de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous bombarder de questions dans les commentaires. Si vous en avez, bien évidemment, et si vous n'en avez pas, bah écoutez, dans ce cas-là, on va couper court et puis on vous souhaitera une bonne soirée. On ira se coucher. Merde. On raccroche. Donc voilà, si vous nous regardez là en direct, que ce soit sur Facebook, sur la Confrérie du Rhum, sur YouTube ou peu importe, n'hésitez pas à nous poser vos questions et on tâchera d'y répondre tant bien que mal, sachant quand même qu'Olivier, ce soir, tu voulais nous parler Olivier. Je voulais vous parler de quoi, pardon? De spiritourisme. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit que c'était la saison et que je commençais à avoir un florilège de photos absolument pas du tout énervantes, ni qui rend pas du tout jaloux. Tu vois, ce genre de photos, quand chez toi il fait froid, il pleut, tout le monde est un peu malade à la maison, et que tu vois Laurent Rouget, par exemple, à se balader chez Longto, ou tu vois d'autres personnes aller à la plage, voilà. Ça crée pas du tout de jalousie, ça. Non, moi, je bloque les gens.
C'est ça. Suffit de pas aller sur les réseaux sociaux, voyons. Ouais. C'est aussi simple que ça. Non, Je donc garde voilà, que les c'était gens un qui petit sont peu. sous la neige à se peler les miches, moi. Exactement. Exactement. Non, mais tu as raison. C'est-à-dire que c'est vrai, la saison, si on parle des Antilles, effectivement, les distilleries fument. Et sinon, aux autres endroits où on distille de manière générale peut-être un peu plus pendant l'année, voire toute l'année, bah, c'est toujours là. Donc ça aussi, n'hésitez pas à nous dire si récemment vous avez visité une distillerie qui en vaut la peine, que nous n'aurions peut-être pas encore eu l'occasion de voir, pourquoi pas. Bah oui, parce qu'effectivement, euh, c'était le sujet d'un ancien épisode de notre cher podcast. Tu devrais Donc, pas le dire, personne s'en rappelle. ah, ouais, mais du coup, tu vois, on aurait dû accepter alors ma proposition. Nul, nul. Viré. Donc, oui, viré complètement. Donc je répète, chers est à vous. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions en live. Nous sommes là jusqu'à, allez, on va dire 22 heures, tranquillement, à moins que vous ayez trop de questions et on restera jusqu'à demain matin. Et donc, on va essayer d'y répondre. Mais peu probable, de ton côté? Que je reste jusqu'à demain matin? Ouais, peu pour. Je risque de Bon, m'endormir avant. on verra bien. Prends-toi un truc à boire en attendant. Et donc voilà, questions spiritueuses. On attend vos questions dans les commentaires ou bien au 3615, le single cast pour ceux qui ont encore le Minitel. Et on bonsoir. Ils sont 15 quand même à nous regarder actuellement en direct. On vous attend. Allez, voilà. Allez, Émission 15. silencieuse. Ah bah voilà, suffisait de demander. François Plosson qui nous pose la question. Moi, j'ai une question sur le rhum domaine de Courcelles 1972 que je me suis Oula, procuré. Et sur Forum, on trouve la même bouteille avec le numéro 28. Pourquoi plusieurs bouteilles avec ce numéro? Comprends pas. Merci. alors, Euh, je suis loin d'être un expert en la manière. Je suis sûr qu'Olivier sera meilleur que moi à ce sujet-là. Domaine de Courcelles 72, je sais qu'il y a eu plein d'embouteillages. oui. Au moins 4, même avec des flacons différents, enfin des bouteilles différentes. Une version Vélier, entre autres. Parfois Oui. des réductions. Beaucoup d'embouteillages suisses, si je ne dis pas de bêtises. Au moins 2, je crois. Et donc, du coup, là-dedans, c'est un joyeux bazar. Et Oui. est-ce que même au sein d'un embouteillage, il n'y a pas différents numéros dont tu parles, Jean-François? Voilà. Bah, En tout cas, je sais que c'est le bordel. le numéro 28 dont tu parles, il correspond à quoi? Parce que dire numéro 28, ça ne nous sert pas à grand-chose. Est-ce que tu parles de l'âge? De quoi nous parles-tu exactement? Si tu pouvais préciser, s'il te plaît. Bonsoir François, bonsoir et Kiki qui nous demande ce qu'on boit ce soir. Pour ma part, pas grand-chose d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce que tu Pareil, bois, moi, Laurent? rien, on est mardi. Mardi, on ne boit pas. Putain, t'as changé, Olivier. Il y a des fois, tu t'enquillais des canettes et des canettes pendant C'est l'émission. Qu'est-ce qui C'est se c'est vrai. le, passe, quoi? c'est le, Ouais, je sais. c'est marqué bouteille numéro 28. Bah, c'est que c'est tout simplement une série limitée et que c'est la bouteille numéro 28 de la série limitée. Bah, dit comme ça, je penserais à la même chose, mais Ouais, mais il avait l'air de C'est ça. dire qu'il trouvait ce même numéro sur différents types d'embouteillage. Donc, Bah, c'est il y un a peu. peut-être différents types d'embouteillages qui sont et toutes ces séries sont des séries numérotées et du coup qu'il y a plusieurs 28 effectivement en fonction de l'embouteilleur ou en fonction de la date de sortie parce que je sais notamment que pour Rum House pour les embouteillages suisses il a changé de bouteille à plusieurs reprises et à chaque fois les embouteillages ont été d'âges différents. Oui, Mhm, Voilà. c'est vrai. D'ailleurs, c'était pas forcément précisé. mhm. Non, c'était assez flou comme truc donc bon voilà. Oh, c'est un embouteillage un peu. Enfin, c'est une bouteille qui a été effectivement. Il y a eu tellement de l'eau, tellement de l'eau. Et du coup, il y a eu énormément, Ouais, ouais. énormément d'embouteillages, même encore récemment. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dur d'avoir la traçabilité, surtout que c'est comme le 1948, il y a eu une partie vieillie en foudre, une partie vieillie en fût. Enfin, c'est quand même un beau bordel. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de gens qui aiment ce profil, probablement mélangé mélasse agricole, euh, qu'on trouvait beaucoup à l'époque sur les très vieux rhums guadeloupéens.
Et du coup, ouais, je pense que ça reste quand même de toute façon un chouette achat. Et puis tôt ou tard, les gens les auront toutes bues. Donc les gens à qui il en restera seront très contents de l'avoir pour la boire ou pour en faire autre chose. Donc voilà, mais pour répondre à la question dans le numéro 28, j'ai pas fait attention à ça lorsque j'ai vu passer différentes bouteilles et c'est pas une indication qu'on retrouve sur le 1948. Donc malheureusement, moi je pourrais pas t'aider non plus. Ok. Question suivante de la part de Pierre-Baptiste Olivier. Bonsoir, quels sont vos rhums préférés à tous les trois et vos dernières bouteilles achetées? On n'a pas dit ce qu'on buvait. On a zappé la. Ah oui. Moi, je suis sur un Dillon 9 ans. Un rapport qualité-prix que j'ai eu l'occasion de goûter il n'y a pas si longtemps à l'aveugle d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça. Enfin, mon opinion n'a fait que s'améliorer encore sur ce rhum-là. Très très bien. D'accord. Quel degré, s'il vous plaît? 43, je dirais. 43, ouais, de mémoire, ouais. Très bien. Alors, deux questions qui se rejoignent, celle de Steph ainsi que celle de Pierre-Baptiste Olivier. Steph d'abord, bonsoir à tous. Pour débuter, j'aimerais savoir quelle sortie de ces derniers mois vous avez appréciée et qui serait passé sous les radars. Ah, c'est dur parce que nos radars sont grands ouverts, toujours. Aujourd'hui, plus rien ne passe sous les radars. Parle de tes radars à toi, espèce de fille facile. Va. Non, alors c'est deux questions bien différentes. Passer sous les radars, franchement, je suis pas sûr qu'il y ait encore des choses qui passent vraiment sous les radars. Vraiment sous les radars, ouais, c'est ça. C'est un peu notre but de parler de tout, ne serait-ce que dans les news. Donc... Ouais. Non, et puis même en général, aujourd'hui, tout se sait assez rapidement. Bien, c'est vrai. Les réseaux sociaux, on voit Je pense qu'on en découvrira sur les salons, mais il faut attendre encore un petit peu. C'est ça. Et les derniers achats. Si. Alors, il y a eu une cachaça que j'en ai déjà vidé une bouteille, j'en ai racheté une, ce qui est pas si courant que ça quand même. Tu bois de la cachaça toi-même? Écoute, cette cachaça que j'avais dégustée chez Arôme à Paris, qui est la cachaça Iguara en steel strength, oui, qui est à 48%. Qui est le degré maximum d'embouteillage de la cachaça, soit dit en passant. Et du coup, elle m'avait vraiment plu. Pas trop sur le côté terreux et un peu plus rustique qu'on peut trouver sur certaines cachaças, mais pas non plus un copier-coller de nos agricoles, les Antilles françaises. Donc vraiment un truc qui passe hyper bien. Bon, je me suis racheté une bouteille. Ça, c'est le premier. Un petit achat compulsif sur un punch planteur de chez Longto. Voilà, j'y avais jamais goûté, je l'ai goûté, j'ai fait putain c'est bon, j'en prends une bouteille. Voilà. Ok. Voilà. Et puis, un poil gourmand quand même, non? Écoute, pas si mal. Et puis non, vraiment pas si mal. Je pense qu'elle sera bu ce week-end parce que je suis invité à un endroit, je pense que je la ramènerai. Donc je pourrais vous en reparler la prochaine fois. Et puis sinon, je me suis acheté, je crois, chez Nesson les coffrets qu'ils avaient là avec 1 litre de 55 et les verres à punch. Parce que j'avais pas de verre à punch Nesson en plus. Alors comme ça c'est fait. Et puis ce 55 est très bien. Et voilà, c'est les 3 achats. Moi pareil. C'est-à-dire que je me suis arrêté sur une bouteille de Nesson vieux, tout simplement c'était mon achat le plus récent. Voilà. Et moi, mes achats le plus récents, on parlait de. Alors, ça a été très Nesson aussi. Ça a été le Nesson 21 ans batch 2. Oh le bâtard. Et le Jéroboam de 3 litres. Dont tu nous as parlé la dernière fois. Voilà, du 52,5, tout à fait. Ah oui, oh putain, tu sais que j'ai eu un peu peur quand même, parce qu'il y en a eu d'autres des Jéroboam qui sont sortis. Il y a eu d'autres Jéroboam, effectivement. Non, je n'ai pas 27 000 €. Très bien. Ah bon. Alors, question un peu similaire de la paire de Pierre-Baptiste Olivier. Donc, bonsoir, quels sont vos rhums préférés? La question piège. Quels sont vos rhums préférés à tous les trois et vos dernières bouteilles achetées? Bon, les dernières bouteilles achetées, on vient d'y répondre. En termes de rhum préférés, c'est la question, c'est toujours dur comme question. Ça, c'est même chiant comme question parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut que tu fasses par style. Tu vois, ton rhum jamaïcain préféré, ton rhum agricole préféré. Ah oui, et ton rhum thaïlandais préféré, dis-moi un peu.
Bah, Isan. Et après, je te demanderai ton rhum japonais préféré, s'il te plaît. Isan. Bah, Nine Leaves. Très bien. Ton Nine rhum Leaves, australien préféré. Le Nine Leaves pour les 70 ans. Ben Leg. Ouais, mais quelle référence? Quelle référence très exactement? Je te d'accord. demande pas la distillerie. Non, mais sans aller dans Ah ouais. le détail, peut-être juste, Ah, mais voilà. juste un On peut faire ça mélasse. on peut faire toute l'émission là-dessus. Un mélasse, un agricole vieux, un agricole blanc. Bah voilà, allez. Et Exactement. pourquoi pas un mélasse blanc? Oh, ouais. Ah. Parce qu'après, on en Ton fait. mélasse, parce qu'il ton faut mélange, limiter. ton mélasse blanc préféré. Allez. Bah, c'est pas un 100% mélasse, mais ce serait un Hamden. Ce serait voilà, tu vois, si Diamond Age, par exemple, d'habitation Vélier. Mais c'est pas 100% mélasse. Il y a un En peu tout cas, ce d'agrumes. serait un Jamaïcain, moi purge. aussi. En même temps, Alors mélasse moi, blanc. il y a un blanc, moi, il y a un mélasse blanc qui m'a, je dis pas que c'est mon préféré, mais qui m'a étonné. C'était, il s'appelle, qui avait sorti toute une Attends, série. on t'a pas bien entendu, mais je me demande si c'est pas quand tu mets les mains devant toi. C'est possible. Alors, enlève ta main. Les mains sur ta tête. Donc je disais, un embouteilleur danois, Ouais. Joshua Singh d'ailleurs, qu'on salue au passage, 1423, qui avait sorti une série Origine avec que des rhums blancs. À un moment donné, il y en avait Nicaragua. En Nicaragua. Et j'avais été impressionné parce qu'il y avait un côté truffe parmesan qui était complètement inattendu et qui pour le coup m'avait bluffé. Donc voilà. Ça, Ok. dans la série Origine, qui à la base est une série dédiée au bar, mais qu'on retrouve également chez les cavistes comme produit pour tout le monde. Voilà. Ok. Il s'est passé un truc. Du coup, donc ça c'était mélasse blanc. Alors bon, je vais poser les questions. Olivier, quelle est ta mélasse vieille, bizarre ce terme, préférée? Ta vieille mélasse. Ta vieille mélasse préférée. Allez, une bouteille. Hein. Ah putain, c'est dur parce que du coup, faut... Allez, on va dire... Ivy 88 de Vélier. Ouais, d'accord. Donc un petit truc qui se trouve sous le sabot d'un cheval, très bien. Ouais. Benoît, ton rhum vieux de mélasse préféré? Un petit Foursquare. Ça, ouais, un plan. Difficile. Ah bah ouais, continue, je vais y réfléchir. Ok. Et toi? Je te remercie de me poser la question, Olivier. Plaisir. Tu es bien urbain. Je dirais, franchement, le même que toi, mais c'est chiant. Mais je dirais que j'ai bu, et à vrai dire, j'en ai même bu plusieurs bouteilles, ce qui n'est pas le cas de celui que tu citais. Lenmore 95 m'a quand même toujours beaucoup plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et qui était plus facilement attrapable à une époque. À l'époque, parce que maintenant, je pense que je sais pas s'il est beaucoup plus facilement attrapable, mais. Non, mais comme je le dis, je dis à l'occasion, j'en ai bu 3. Voilà. Le rhum artisanal New Yarmouth 1994. Ah oui, ouais. C'est très précis. Voilà. C'est très bien. C'est parce que je viens de voir la bouteille, c'est pour ça. Ouais. C'est bien costaud, cela dit. Oui. Ouais, mais j'ai beaucoup apprécié, ça fait très bourbon en fait, donc c'est pour ça que ça me plaisait. D'accord. On va faire un peu plus vite, les amis. Olivier. Oui. Pur jus, vieux. Bah, Naisson, 21 ans. Allez, non. Naisson, 95. John Buckling Vélier. Ouais, je vois. Ok. Benoît. Samems Quintessence. Forever.
Ok, sur l'équilibre. Ouais, d'accord. À 42 degrés, simple. Ouais, C'est ça. basique, voilà. Bah écoute, Olivier, moi ça va être le Naisson 21 premier batch, mais voilà, parce on tape quand même des trucs bien chers. Mais sinon, et j'en reparlais aujourd'hui même, le 2 Paz XO grande réserve, je crois, il s'appelait, qui est le premier rhum agricole vieux que j'ai vraiment apprécié. Et je l'ai regoûté l'année dernière, et j'ai toujours trouvé ça vraiment très très bien C'est vrai que foutu. c'est bon. C'est vrai que Très c'est bien bon. foutu. Ouais. Ouais. Bon, allez, on finit par les rhums à tiponche, Olivier. Romatiti. Ouais. Et Romatiti, Romatiponche. Écoute. J'hésite parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Et pour Pour toi, moi, mon c'est pauvre peut-être même Laurent, la ça va être catégorie affreux comme question la plus aussi. compliquée. Ouais. C'est la plus compliquée, ouais, je pense, parce qu'il y en a vraiment beaucoup et qu'on est tous grands amateurs de tiponche. Mais Puis il y en si a je devais plein en qui sont choisir nuls. un comme ça, Moi, je dirais. Bel Air, après Bel l'année Air de. 2019, si je devais en piocher une, mais voilà. Ouais, Ok, c'est vrai, ça se tient. ok. Moi, je dirais bien Longto Constellation, le dernier batch. Le 22, ouais. Ouais. C'est quand même très très bon ça. Non, de passe 55. Je l'adore et j'en ai bu entre le 50 et le 55. Il y a eu beaucoup de bouteilles, voire de cubis qui se sont vidées à la maison. Non, je vais dire le Longto 62.0 avec la canne 2.0. Cette édition incroyable qui avait été lancée par ce groupe et Longto, Oui, c'est vrai. qui du fait de circonstances indépendantes de la volonté des différents acteurs, avait eu une durée de repos et de brassage qui avait été qui avait été vraiment poussée loin. Et je crois qu'il m'en reste une. Et c'était vraiment très très bon. Voilà. Certains diraient le meilleur. Ensuite, question suivante. Ah ouais, parce qu'il y en a des questions, c'est bon, ça va. J'ai un peu perdu le fil. Jean-Philippe Bimon qui nous demande, avez-vous fait un sujet sur les microfus et avez-vous eu l'occasion de goûter des choses dingues sorties de ces microfus? Alors, il me semble qu'on a fait un sujet dans ces dernières saisons sur les microfus. C'était avec Willy pendant le confinement. Exactement. Très bien, bonne mémoire. Après, des choses dingues dans des microfus, oui, si, une fois, j'ai goûté un truc qui était venu dans un microfus danois, enfin en chêne danois. Et c'était un rhum. Alors, je me souviens plus de l'origine, par contre. Ça, c'est ballot. Mais c'était très bon. Voilà. Mais donc, un particulier qui avait fait ça. Non, c'était la marque en question qui avait fait ça. Ah, ok. Mais c'était un test. C'était un test. C'est jamais sorti en commerce, c'était un test. Et c'était un rhum du Belize. Voilà, je me souviens. Ok. Moi, les microfus, pas vraiment. J'ai jamais fait le test moi-même d'avoir un vieillissement mené chez moi à la maison. Je sais qu'il y a même un groupe dédié sur Facebook, si je dis pas de bêtises, et on voit de temps en temps les gens qui mettent à jour leurs expériences, qui expliquent comment ils préparent le fût, avec, je sais pas moi, du Rivesaltes avant pour imbiber, pour que les douelles soient humidifiées, et après ils mettent leur rhum. Je me suis jamais livré à l'expérience, j'ai jamais goûté. Du coup, j'ai très rarement goûté des rhums comme ça. Et puis sinon, si, il y a quand même, alors c'est pas vraiment un micro-fût, mais c'est un petit fût. Je me rappelle le HSE Small Cask, je crois que c'était 2004, le premier, Ouais. étiquette orange, qui était vraiment pas mal. C'était une des premières fois où je buvais vraiment un rhum avec un boisé aussi concentré, mais sans faire planche, quoi. Donc j'avais bien aimé ça, même si c'est pas tout à fait la question. Du coup, je m'arrête. Ensuite, la géopolitique du Rhum à 20 ans. Non, monsieur Martin, nous ne répondrons pas à cette question ce soir. D'ailleurs, ce n'est pas une question, c'est juste un sujet de thèse. Donc, Et on le salue.
Mais on le salue quand même. Voilà. Pour vous, quelle est la place des embouteilleurs dans le monde du rhum? Alors, je pense qu'on a dédié un certain nombre d'émissions. Ouais. Ah, on ne t'entend plus du tout, Benoît. Plus du tout. Benoît a disparu. Attends, je vais faire son doublage. Ça sent la connerie. Non, alors en tout cas, pour reprendre ce qu'il disait, c'est vrai, on en a parlé à quelques reprises dans ces émissions. Pour moi, et c'est un peu ce qu'on avait dit, mais souvent les embouteilleurs indépendants sont des testeurs en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en bouteille des expressions que les distilleries ou les marques officielles n'osent pas mettre en bouteille elles-mêmes. Donc des degrés plus hauts, des vieillissements farfelus entre guillemets, et des brèches dans lesquelles, si elles fonctionnent, que les marques officielles vont ensuite, dans lesquelles elles vont s'engouffrer et profiter de cet élan et de ce chemin qui est un petit peu ouvert par les embouteilleurs indépendants. Voilà. Donc utile, un rôle utile qui offre des expressions un peu différentes de ce que les maisons offrent dans leur gamme officielle. Donc moi, je trouve ça intéressant. Ce qui est compliqué après, c'est qu'il y a un tel pléthore d'acteurs que pour suivre ce qui se passe, c'est vraiment compliqué. Olivier, quelque chose à La rajouter? question était, est-ce que les embouteilleurs indépendants sont utiles, c'est ça? Non, quelle est la place des embouteilleurs indépendants dans le monde du rhum selon vous? Voilà. D'accord. C'est la question. Ouais, je pense que c'est bien résumé par Laurent. Je dirais même, enfin, oui, je pense que je vais te paraphraser malheureusement, mais effectivement, il y a un côté précurseur, il y a un côté lanceur de mode, il y a un côté dénicheur, et il y a un côté où on va chercher l'originalité. Alors, en tout cas, c'était le cas au départ. Ensuite, il y a eu une grande vague, moi, qui m'a un petit peu fait tomber en désamour avec certains embouteilleurs indépendants, puisque ils avaient tous accès au même fût, ils faisaient tous des copier-coller, ils sortaient tous les mêmes quilles avec des fûts jumeaux, et c'était juste un peu ennuyeux, je trouve. Et puis là, de nouveau, tu as de nouveau des trublions qui... alors moi, j'y connais rien parce que c'est pas mon métier, mais je sais pas sur quel modèle économique ils font ça, mais un côté de nouveau hyper novateur, expérimenteur. On peut parler de Swell, on peut parler de Ritchie, on peut parler de tout un tas effectivement d'embouteilleurs indépendants. Il y en a d'autres, bon moi parce que j'ai pas eu l'occasion de m'y intéresser trop, mais la marque avec des samouraïs un peu cyberpunk, je me souviens plus du nom, mais 09. Voilà. Mais voilà, enfin, il y a des choses, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont l'air de se passer. Je trouve ça très cool qu'on reparte de nouveau dans des côtés, ouais, un peu expérimentaux. Alors, ça a aussi un revers de la médaille, c'est que des fois, ça part complètement en couille. Alors, je dis ça sans le côté péjoratif, mais je dis juste que du coup, on a un petit peu de mal à suivre. Partir en couille sans le côté péjoratif. Ah oui, d'accord, ouais. Non, parce que c'est pas méchant de dire que ça part en couille, c'est que ça part dans tous les sens. Moi, je me souviendrai toujours de la cuvée, c'est comment elle s'appelait? Réminiscence, un truc comme ça, que la Cannes 2.0 avait sorti. Et quand j'avais lu ton article où t'expliquais comment, enfin, ce que c'était que ce rhum, j'étais dit, non mais quel est le concept? J'ai l'impression que c'est un camoulox, quoi. C'était complètement fou, quoi. Et tu ne peux pas, il y a Georges Belair qui fait du vélo en opposition. Et donc, tant mieux, mais à la fois, des fois, c'est dur à suivre, quoi. Surtout pour un mec un peu névrosé comme moi, qui aime bien tout comprendre et essayer de capter les influences des trucs. Des fois, quand il y a 10 000 fûts, 10 000 finishes, bon, moi, je m'y perds, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La version 2 de cette cuvée était encore... il y avait une étape de plus. Parfait. Si je me rappelle bien. Donc, ça la rendait encore plus complexe. Plus zinzin. C'est ça. Mais voilà ce que je pourrais dire sur cette question. Tu as accès, toi, aux questions, Laurent? Parce que je crois que malheureusement, notre Benoît National...
Si, Benoît est de retour, mais j'ai accès alors juste au dernier. Non, je suis là. Je rencontre juste quelques problèmes techniques de mon côté, ça arrive, et puis j'essaie de les régler en simultané. En live and direct. En live and direct, voilà, ce sont les aléas du direct, ce sont des choses qui arrivent. Donc, on continue dans les questions. Ah oui, va falloir se calmer un peu. On dirait que vous êtes d'accord sur les épaules carrées, donc ça c'était concernant les roms blancs. Le Foursquare raconteur, qu'on me dit aussi concernant le rhum de Mélas. Le raconteur, ouais. C'est vrai que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Bon, moi, je suis toujours très client de Foursquare, mais c'est vrai que ce raconteur, ça faisait une ou deux cuvées que je trouvais les collabs Vélier-Foursquare très bonnes, mais sans effet waouh, pour faire un petit bisou à Roger Caroni qui adore cette expression. Mais là, ouais, ce raconteur, moi, m'a vraiment beaucoup plu. Pour moi, c'est un des meilleurs aussi. Je tiens juste à faire une petite précision pour les gens qui écrivent dans les commentaires. Ceci n'est pas une émission politique, donc nous n'allons pas répondre à des questions politiques ou géopolitiques comme sauf c'est un rapport avec le rhum. Non, pas du tout. Et encore. Donc voilà. Autre question, quels sont pour vous les groupes Facebook de référence? La confrérie du rhum. Hey. Je sais pas, 1001 rhum arrangé. Pardon? C'est le plus gros groupe jamais fondé. Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai, ils sont à plus de 100 000, les mecs, ils s'en foutent. Ah ouais, ils sont loin. On a des petits joueurs, la confrérie du rhum, ce sont des petits joueurs à côté. Bah, c'est mainstream. C'est mainstream. Moi, je dirais la confrérie du rhum, je dirais la Cannes 2.0. Alors, peut-être fut un temps, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu moins actif ces derniers temps. Écoute, à part ça, moi j'aime bien. Alors, certains trouveront ça un peu dommage, mais j'aime bien les groupes un peu de niche, les groupes autour d'une marque. J'aime beaucoup, par exemple. Effectivement, c'est dommage, oui. Rhum son Passion. Je crois qu'il y a Rhum Biel Passion aussi. Mais au moins, je trouve que c'est pas mal parce que ça structure aussi un peu les discussions parfois. Autant la confrérie du rhum a l'intérêt de ratisser large et dans les connaissances et dans les amateurs et dans tout ça, enfin bref, tout ce qu'on veut bien. Donc ça a cet immense intérêt. Autant c'est vrai que quand tu cherches des infos sur quelque chose de plus précis, c'est pas mal d'aller voir le groupe de fans de X ou Y type de rhum ou X ou Y distillerie. Ça, je trouve ça sympa. Ouais, moi il y a les deux aussi. Il y a Communauté du rhum agricole et puis Planteré Addict. Le RBP, donc le rhum blanc passion, mais aussi Planteré Addict qui s'appelle toujours Plantation. Ah oui, bien sûr. Bah oui, mais ça revient. Et d'ailleurs, quand on parle de Planteré, on a une question de notre très cher ami Alexandre Mourillet. Accrochez-vous. Question intelligente. Toujours. Quel est votre horaire préféré pour boire du rhum? Et là. Moi, je dirais un mardi soir sur 2 à partir de 21h. Ouais. Non, sinon le matin à 7h36 après le premier café. Alors, bon, pas 7h36, mais 10h du mat, pour avoir pour les déguster. papilles fraîches. Et, pour déguster, je trouve que c'est le moment où je suis le plus concentré, le plus alerte. Je suis pas saoulé de la journée, j'ai pas le palais trop embrouillé par X ou Y truc que j'ai mangé. Tu remarqueras que la question d'Alexandre, c'était pas pour déguster, c'était pour boire. Il a dit pour boire du rhum. Pour boire du rhum, exactement. Oui. Alors, on a des gens qui nous donnent quand même encore leur coup de cœur, que ce soit en agricole ou en mélasse. On a le Naisson Carafe 94, par exemple. On a l'Eminente millésime 2012 à 55,5 degrés, qui aurait été une belle révélation. Question de Bourgade Romain. Vous pensez quoi des sélections parcellaires Longto? Génial. Le gars qui va à bloc, quoi, Olivier. Voilà. Génial. Mais ouais. Génial. Moi, c'est la première fois que j'ai découvert le côté parcellaire. Et en plus, c'était vrai. C'est-à-dire que tu te pointais à la distillerie, tu les comparais à l'aveugle si tu avais envie ou pas, et tu voyais qu'il y avait des vraies différences. Donc tu disais, putain, mais c'est pas de la branlette marketing, c'est une réalité. Je pense d'ailleurs de mémoire qu'ils ont été les premiers à mettre à toucher un peu au parcellaire. Oui. À ma connaissance. Et d'ailleurs, leur tout premier parcellaire a été sorti par la confrérie du rhum. Voilà, c'est ça.
Ouais. C'était la parcelle numéro 11 en canne bleue, comme ça, c'était le test pour voir si ça allait prendre, et puis effectivement, ça a pris. Et voilà, suite à ça, il y en a eu. Ça boucle la boucle des embouteilleurs indépendants, entre guillemets, dont on parlait tout à l'heure. Et des groupes Facebook, tu vois, on répond à plusieurs questions en même temps. Putain, on est fort. On sait tout faire. Bonjour à tous, bonsoir, bonsoir. Moi, je voulais répondre à la question. Ah bah pardon, excuse-moi. Non, mais comme Olivier avait déjà si bien répondu, non mais vas-y. Non, mais ouais. Pour moi, j'aime bien le concept. J'ai bien aimé certaines de ces sélections, mais pas toutes. Et je dirais même, alors c'est là que ça devient compliqué, mais c'est normal et heureusement, sinon on s'ennuierait, c'est que les 1 et 9, par exemple, en canne rouge, que j'avais beaucoup aimé sur les premiers matchs, je les ai pas forcément aimés sur le second. Et puis la canne bleue que j'avais pas forcément aimé sur la première, je l'ai peut-être plus aimé sur la seconde. Donc c'est intéressant, mais pour moi, il y a pas de, on peut pas généraliser, quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Hello la team, bonsoir tout le monde. Le son marche plus, bah oui, ça c'est des choses qui arrivent. Ah, François Pignon qui nous demande le top 3 des embouteilleurs indépendants. Wow, facile. Vas-y. Facile. Mais vas-y. très subjectif. T'as 5 secondes. 5 secondes. Vélier, Chantal Comte et on va dire Cadenet, tiens. Cadenet. Ah tiens, je l'aurais pas. Ok. Ah, putain, moi non plus, j'aurais pas. Why not? Cadenet. Monsieur sort Cadenet, comme ça. Ouais. Ok. Laurent? Vélier, ouais, parce qu'ils m'ont fait découvrir des trucs absolument incroyables. Chantal Comte, peut-être à une époque, mais plus trop. Non. Ouais, mais bon. Mais bon. Oui. Je mettrais quand même Swell de Spirits, même si c'est déjà dans le top 3 all-time ever. All-time international ever. C'est juste marqué top 3 des eBay. C'est vrai. Il n'y a pas de notion de temps. Et franchement, je trouve que ce qu'ils font, alors pas que en Rome pour le coup, mais voilà, c'est hyper intéressant et très qualitatif de tout ce que j'ai pu goûter. Et un troisième, peut-être Planteray quand même. Parce que non seulement ils m'ont fait découvrir des trucs, enfin à mes débuts, le premier jamaïcain que j'ai bu par exemple et que j'ai apprécié, c'était chez eux. Et si je dis pas de bêtises, il devait y avoir un peu de sucre, mais dans des doses tout à fait raisonnables. Et c'est sans doute ce qui m'avait fait un peu l'apprécier au départ. Et puis après, ils m'ont quand même fait découvrir pas mal d'origine et puis tout leur travail sur les rhums de Jamaïque avec beaucoup de single casques hyper intéressants parmi les 3 distilleries qu'ils embouteillent. Donc ouais, voilà. Ok. Moi, j'irais sur Corman Collins, déjà. Éventuellement Spirit of Rome, ici en Allemagne. Il y a quand même une large sélection de pas mal de choses également. Et après, Foursquare. Non, je plaisante. Le gars qui n'a pas compris la question. C'était bien. Non, un troisième. Allez, pour l'originalité, je vais saluer Ferroni. Ah, Ferroni, ouais, t'as raison. Ouais, j'aurais pu Ferroni, mettre aussi. Ferroni, quand même, pour l'originalité. Voilà. Les sélections de blanc et tout, j'aime vraiment bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Romain Chassan, alors c'est pas vraiment une question, lui pareil, il nous donne des concepts de thèse. Capacité d'innovation. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de. Rien. Je crois que c'était quand on parlait des eBay, justement. Ah, d'accord, ok. C'est vrai, j'ai pas fait lien. Ok. Bonsoir. Est-ce qu'une colonne créole est un alambic de patibulaire? Bah oui, ouais. Oui. La réponse est oui. La réponse est oui, bien souvent, on fait ce raccourci et on oppose colonne et alambic. Mais l'alambic, enfin, une colonne est un alambic puisque l'alambic décrit juste l'appareil à distiller. Donc il faudrait être plus précis, il faudrait dire alambic charentais. Enfin, non, la vraie distinction. Mais je lui apprends rien, il fait ça juste pour. Non, mais il le fait exprès, on sait qu'il le fait exprès, mais la question mérite quand même d'être posée. Voilà. Mais c'est plus dans le sens, il faut, et ça c'est un peu Vélier qui l'avait dit, enfin, M. Gargano, n'est-ce pas? C'était vraiment opposer ce côté distillation continue à distillation discontinue, plutôt que de dire alambic, colonne, tout ça. Machin. Alors, en parlant de dénicheurs, a-t-on encore des choses à découvrir au niveau des distilleries?
Toujours, je dirais. Je pense qu'il y a toujours des choses à découvrir, hein, d'autant plus que les distilleries innovent quand même régulièrement. Et donc voilà. Après, je pense que est-ce qu'il nous reste des distilleries à découvrir? Oui. Moi, je suis assez enthousiasmé. Alors, soit des nouvelles qui se créent. On a vu, par exemple, Ampov d'Asie du Sud-Est qui s'est créé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est à découvrir. Mais sinon, dans celles qui sont un peu plus anciennes, mais qu'on n'a peut-être pas encore dégustées jusqu'à présent, moi, je suis assez enthousiasmé par des choses qui peuvent se passer même si j'ai presque rien dégusté, mais je lis un peu tout ça, des choses qui se passent en Afrique. Moi, j'ai hâte de voir. Il y en a de plus en plus. Hein. Il y en a de plus en plus en Afrique, voilà, débarquer et voir un petit peu d'autres techniques, d'autres traditions, d'autres profils gustatifs. Donc, ouais, définitivement. Et puis, on pourrait parler des clairins. Enfin, je veux dire, on en connaît 5, 6, 7 producteurs. Voilà, il y en a 500. Donc, bon, ils ne sont pas tous forcément potables, buvables, mais des cachassas. Des cachassas avec en des milliers de producteurs. Enfin bref. Ouais, bien sûr. Il y en a. Non, je pense qu'il y a toujours des trucs à découvrir, effectivement. Greg Marson qui nous demande à quand une émission sur le combo rhum-cigare? Bon, ok, ça ne peut pas intéresser tout le monde. Alors, je suis d'accord avec le second point, ça ne peut pas intéresser tout le monde, effectivement. Ça ne m'intéressera pas. Ah, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on sera très, très peu nombreux sur cette émission. Mais effectivement, à l'occasion, pourquoi pas? Non, j'ai l'impression qu'il y a pas mal. Mais après, ce serait bon. Vous pourriez très bien le faire tous les trois et sans moi, parce que moi, je n'aurais aucun intérêt. Tu nous poseras les questions pour l'occasion. Je ferai les et puis, il faut que tu viennes pour les news. Un peu plus. Ouais, voilà. Tu feras les news. Non, mais à l'occasion, pourquoi pas? Effectivement, c'est une idée. C'est une idée de sujet qui trotte sur une liste quelque part depuis un petit moment, mais effectivement qu'on n'a jamais creusé plus que ça. Ouais. Alors, les heures de dégustation, on nous donne des heures de dégustation maintenant. C'est bien parti. 10, 11h du matin, 23h59. Ouais. Comment faites-vous pour être aussi beau en vidéo? Ça. Moi, je prends l'exemple sur un ami qui s'appelle Damien Hugues. J'essaie un petit peu de prendre l'exemple sur lui et voilà, j'essaie d'être à son image. Moi, j'essaie de prendre l'exemple sur Géry Gitani. Toujours. Alors, heureusement qu'il n'est pas là ce soir parce qu'on apparaît tous moches à côté de lui. Ah, mais complètement. Là, on est beau parce qu'il n'est pas là. On essaie de faire valoir. Exactement. Est très intelligent dans l'alternance canne bleue, canne rouge. Coup bien discerner les parcellaires. Oui, bien. Restera-t-il des sorties Caroni intéressantes et abordables? Non. Ouais, j'avoue, c'est compliqué. Intéressante, oui. Abordable, non, définitivement plus. Ça dépend le niveau que tu mets sur abordable, mais non, ça c'est mort. Et sur intéressant également. C'est pas faux. Je sais pas à combien maintenant dans les derniers Caroni qui sortent, on est jamais en dessous de 400 balles, j'imagine. Je dirais même 500. Hein. Ouais. Au bas mot. Hein. Bah écoute, j'en ai goûté un il n'y a pas si longtemps, celui qui était embouteillé par le bar 1802 avec la Scotch Malt Whisky Society, n'est-ce pas? Oui. Dernière sortie de collab du bar. Je trouvais ça pas mal du tout. Le prix, je crois qu'on est à 400 justement. C'est un peu ça qui m'avait aiguillé. Donc c'est peut-être moins cher, tu vois, que les autres sorties dans le style. Alors qu'on est évidemment sur un brut de fût. Aussi, mais j'avais trouvé ça plutôt Caroni, bien typé Caroni, mais en même temps gourmand, plutôt côté vanille, fruits secs que fruits exotiques, mais voilà, pas mal. Ouais. Cool. Patine Buller qui nous fait remarquer qu'effectivement, en tant qu'embouteilleur indépendant, on a Guillaume de Roigny aussi. Bien sûr. Qui fait des choses assez intéressantes. J'ai pas assez goûté de choses de Guillaume. Ce qui n'est pas faux de ce que j'ai goûté. En tout cas. Frontalement à la question, les 3 meilleurs à mon goût ever. Donc c'est pour ça que je suis allé sur des choses intestables. Mais après, oui, si on tourne la question en disant les 3 embouteilleurs indépendants les plus originaux ou récemment qui vous ont le plus voilà, marqué, oui, effectivement. Ou le meilleur embouteilleur dont le prénom est Guillaume et nom de famille de Roagny, tu vois, dans ce cas-là. Oui, ouais, voilà, là on est bon. Là, ça oriente un peu. Mais non, il y en a plein, c'est vrai, dans ce cas. Ouais. Seriez-vous capable de m'expliquer la forte différence entre un Bali 2002 et un 2003?
de Romain Bourgade. Bah, c'est très simple, c'est pas la même année. Voilà. Et voilà. Voilà. Ah, c'est du bon boulot. Mais je pense que c'est vrai. Enfin, c'est pas la même récolte. Après, je pense qu'on parle des mêmes millésimes, de la bouteille carrée traditionnelle, réduite, etc. Oui, je pense en effet, c'est juste le côté millésime. Ce que dit Olivier, quoi. Avez-vous tous les trois goûté le St. James 1885? Question de Stéphane Martin. Oui. Oui. Laurent? Non, j'ai un échantillon fermé à la maison. Voilà. Donc Stéphane, si tu as un échantillon quand même à la maison. J'ai un échantillon. Alors, ce problème, c'est que je l'ai depuis longtemps. Ah ouais, toi tu joues avec le feu, mon Lolo. Ouais. J'espère qu'il va pas être daubé. Il y a un petit risque. Mais j'en parlerai quand je le boirai, évidemment. D'accord. Mais en tout cas, donc la réponse serait presque oui. Presque oui, voilà. J'essaie de suivre parce que ça va vite ici. À part les Caroni Paradise, les derniers que j'ai goûtés n'étaient pas foufou. Oui. 700, le Excellence Rhum. J'ai pas compris. Avez-vous eu déjà Caroni, entre les... le Caroni. Pardon? Le Caroni, oui. Le Caroni Excellence Rhum, je sais pas combien il est, mais... Avez-vous déjà eu entre les mains et les papilles le nouveau rhum suisse Boucan? Il viendra cette année au Rhumfest. Non. Non, j'ai entendu parler, mais non, pas goûté. Ça ne me dit absolument rien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fabrique? Non, je change de position. J'avais mal au dos. Le gars qui se fait chier, en fait. Mais non, c'est juste... j'ai une journée mal au dos. Si on t'emmerde, tu le dis. Hein, Mais non, j'ai une journée fatigante, donc je m'allonge un peu. Voilà, donc Rhum Boucan, non, ça ne me dit même absolument rien, je pense. Je pense pas avoir vu passer ça. Tiens, on m'a parlé d'un truc, je fais une mini aparté. Enfin, d'ailleurs, c'est pas à moi qu'on a parlé directement, mais je pense que vous avez vu les posts. Longto qui sort le Suprême de Maracuja, qui est une version twistée de leur punch Maracuja, et on est à 35%. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait bien envie, hein, j'avoue. Hein. Ouais, j'imagine. Vraiment bon. Parce que déjà, la version un peu moins puissante, c'était sacrément bon. Donc, ouais, franchement, je suis hyper curieux de goûter ça. Ça m'enthousiasme. Écoute, c'est quoi, Olivier? Les sponsors des news, une certaine boutique en ligne et également une boutique parisienne pourraient nous faire parvenir une petite bouteille de cette déliciosité. Que pensez-vous du mondial du rhum à venir prochainement? Est-ce que c'est le festival dont c'est une vraie question. C'est une vraie question. La semaine dernière? C'est celui-là? Je vais me déconnecter. Oui, moi. Oui. Dont nous parlions en off la semaine dernière. Oui, effectivement. Ça, hein, qui pose cette question? Alexandre Mouriguet. Voilà. Est-ce que Alexandre Mouriguet a une idée derrière la tête? Oh oui, sûrement. Le connaissant, je ne pense pas. Alexandre. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées parce que pour moi, le projet est pas méga limpide, on va dire, bien que ce soit la semaine prochaine. Attends, tu n'es pas intervenant sur une des conférences. On va en parler après. Ouais, il me semble l'avoir vu. Hein. Donc voilà, c'est plutôt pour les pros, si je comprends bien. Quand on voit les places d'ailleurs des billets, c'est plutôt pour les pros. Hein. Combien ça coûte, rappelle-nous? 1300 €. 1300 € pour les 3 jours. Voilà. Bien, sachant qu'il n'y a rien à déguster. Hein. Il y aura quelques remiers. Alors ça, je ne suis pas encore sûr. Tu vois, tout n'est pas méga clair pour moi. Ce que je sais, c'est qu'il y aura des conférences, un bon paquet sur les 3 jours avec beaucoup d'intervenants, dont certains qu'on connaît bien. Enfin, il y a, je sais pas moi, Alexandre Vintier, Alexandre Géry Gitani. Beaucoup d'Alexandre. Absolument, Géry Gitani. Géry Gitani, Manon Gitani Lecomte aussi, sa fille. Fabien Humbert. Voilà. Et puis Laurent Cuvier, voilà. Alexandra Bernet, Laurent Cuvier. Je l'ai appris un peu grâce à Géry, en fait, qui m'a dit, mais t'as vu que t'étais... J'ai dit, bah non, j'ai pas vu. Et donc après, j'ai vu. Donc il semblerait, voilà. T'as vu? Bah non, j'ai pas vu. Et après, j'ai vu. Je vais vraisemblablement parler de l'AOC Martinique, en essayant pas trop de dire de conneries, mais voilà, ça c'est jeudi matin de la semaine prochaine. On va voir. Tout n'est pas encore bien clair. Alexandre, je ne te remercie pas pour cette question. Il dit que la question était totalement naïve, hein, donc voilà. Très bien, ouais, voilà. c'est ça. Mais tu nous feras un petit retour de cet événement, je pense.
On a hâte. Jerry et moi, avec grand plaisir. Voilà, bien évidemment. Bien évidemment. Dans 4 ans, je pars à Tahiti goûter le mana au vieux qui est réservé pour le local. Ce n'est pas une question, donc ok. Oui, c'est cool. Mais c'est cool pour toi, C'est cool effectivement, parce que Joris Tovel. Tu nous diras si c'est bon. Parce que les robes de Polynésie sont quand même super bons. Sinon, on a Alex Denel qui nous demande est-ce que tu veux une consultation Scars? Non, par contre, comme il est ostéopathe, j'aimerais bien une petite remise en forme de mon dos. Et ben voilà, une petite consultation avec lui. Ah, avec Voilà. lui, pardon. Évidemment. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous via les commentaires également. Hein, voilà, Ouais, n'hésitez pas, c'est un très bon ostéopathe, paraît-il. Et vous pourrez peut-être boire un coup, un petit rhum dans son cabinet. Le single cast devient Doctolib. Voilà, il peut prendre rendez-vous en direct maintenant. Exactement. Ah, ça c'est les questions comme j'aime. François Pignon, le rhum le plus dégueulasse que vous ayez goûté? Oh, facile. Tu nous en as envoyé quelques-uns une année. Ah ouais, mais non, mais ça, personne les connaît. Et puis c'est rigolo à la limite. Enfin, non, alors je ne dirais pas que c'était dégueulasse. Je dis juste que pour ce que c'était bien fait. C'est juste que ce n'est pas ce que vous buvez. Non. Quand je dis dégueulasse, c'est que dans l'eau, moi, il y en avait que j'ai trouvé très cool, marrant et très cool. Mais j'ai un souvenir que je crois qu'il y en avait un en tout cas, moi, qui m'avait vraiment fortement déplu, non? Alors pour la petite histoire, on va quand même raconter la petite histoire aux gens. C'est-à-dire qu'il y a de ça 1 an ou 2, pour les fêtes de fin d'année, à l'équipe du Singlecast, je leur ai fait parvenir des échantillons, des samples de rhum pour Noël, de rhum qu'on va qualifier comme festif. Et allemand. Et disponible en Allemagne. Voilà, pas forcément allemand, mais disponible en Allemagne. Voilà. Et il y avait des trucs un peu mignons, du rhum au popcorn, des trucs comme ça. Ouais, mais les trucs qui étaient cool. Je crois qu'il y en avait un qui était space, je sais plus ce que c'était, mais il y en avait un qui était très festif, tiens. Alors, est-ce que c'est le truc le plus dégueulasse que tu aies jamais goûté? Bah écoute, j'arrive plus à me souvenir de la recette. Attends, parce que je crois que j'avais pris des notes pour te faire un retour quand même. Attends, je vais chercher. 2 ans plus tard, tu vois. Mais après, bon, bah non, c'est vrai que si on exclut les spices et les rhums arrangés, les choses comme ça, si on parle de rhum pur et dur, non, je crois que le rhum dans ce cas-là que j'ai le moins aimé, c'est Old Monk, un rhum indien. Effectivement, c'est spécial, ouais. C'était terrible, terriblement dégueu. Et vous? Ouais, dur la question, en fait. Ben oui, c'est parce qu'on a des auditrices et auditeurs intelligents. On n'est pas dans les questions au moins un. bateau. Il y en a au moins un. Ouais. Putain. Si, alors, enfin, dégueu. Dégueu, c'est compliqué. Dégueu, il faut vraiment que ce soit... dégueu. Pas bon, quoi. Non, il y en a un où j'avais... Si, il y a des choses. Je prends l'exemple du Ryoma, en ce qui me concerne. Ah. Rhum japonais. Oui, Ryoma, c'était dégueu à mort. Mais il paraît que ça en a gagné dans les... Alors, je ne sais pas si c'est le plus dégueu que j'ai jamais goûté, mais en tout cas, je me souviens de ne pas avoir aimé. On est dans le top nerdouille. J'ai pas aimé non plus, ouais. Non, j'ai pas aimé non plus. Moi, dans les trucs qui m'avaient très désagréablement surpris, il y avait les rhums, alors je sais plus quelle référence, mais c'était de cet embouteilleur, je crois que c'est des Danois. Ah oui, Ashrise. Ouais. Je crois que ça relève plus de la liqueur que du rhum, au final. C'est ça. Mais à l'époque, ils avaient encore le droit de marquer rhum, puisqu'il n'y avait pas la limite des 20 grammes. Mais c'est ultra sucré. Ouais. Mais tu étais au-delà des 100. Je crois qu'il y en a un qui était au-delà des 110, 120 grammes. Donc c'était vraiment. Liqueur. Tu tombais dans la définition de la liqueur, quoi. Et c'était assez surprenant. Et si je me rappelle bien, et c'était peut-être le finish Sauternes, il faudrait que je reprenne mes notes parce que je pense que c'était un des plus sucrés de tous. Ouais, un des plus sucrés et avec un petit côté vomi, pas piqué des hannetons. Et l'Arcane, ça fait 1000 ans que j'ai pas goûté, mais je crois que c'est compliqué ça aussi, non? L'Arcane blanc. Banane. L'Arcane blanc. Ouais, non, même la version dite vieillie. Moi, j'ai un souvenir d'Arcane très banane Haribo. Ouais, c'était le extra aroma qui était très banane dans la bouteille noire. Extra aroma. All Brother Biel 59, ça vous dit quelque chose? Vous en pensez quoi?
Ça me dit bien évidemment quelque chose, puisque c'était en collaboration avec le Rhum Blanc Passion. Exact. C'était un biel de chez Old Brothers. Moi, j'avais bien aimé. J'en avais pris 2 bouteilles. J'en ai fini une. Il m'en reste une deuxième. Je l'ai pas pas mal, goûté, pas mal du tout, malheureusement. Ah ouais. Toujours Romain Bourgade qui est motivé, hein, il en pose des questions, Romain. À quand une législation sur l'ajout de sucre? Bah, c'est déjà fait, j'ai Il y envie a de Ça dire, y est, c'est fait, hein, au niveau européen, c'est fait en tout cas. Donc, puisque la limite est à 20 grammes d'ajout. Après, ça peut plus s'appeler rhum, ça devient une boisson voilà, spiritueuse. c'est ça, c'est ça, c'est Après, ça. on pourrait encore descendre le chiffre. Hein. On peut Ouais, mais imaginer. ça, je crois que c'est pas prévu. Hein. Non. Quel rhum vous a fait rentrer dans la passion? C'est presque sexuel comme question. C'est ce que je Si, te disais. moi je sais. Allez. C'est le Alors, diplôme, dans la hein. passion du Alors, rhum. je sais que pour Olivier, c'est le typon chaud diplo avec les glaçons en forme de flingue, mais Ouais. Ah, remarque, non, je dis des bêtises, ça s'est arrivé après. Non, moi, c'est vraiment Havana. Non, c'est vraiment Havana. ah ouais, ok. Ouais. Avant le diplôme, c'était Havana avec leur marketing. J'adorais leur gamme où voilà, tu voyais du classique et spécial, 7 ans, 15 ans. Et puis après, Massimo. Et je me disais, putain, génial. Voilà. Je pense qu'on peut clore cette émission. Je pense qu'on On va carrément clore le podcast. Ou clore nos vies. Euh, Ou clore déconne. Pardon. Oh là Là, là. c'est surtout toi qui déconne, ouais, c'est pas pareil. Oh, Qu'est-ce que quoi? Oui, eh ben, c'était le Eldorado 12 ans. sérieux, t'as ri... Ah ouais, avant ça, il n'y a rien qui t'a donné envie de boire du rhum? Non. Putain. Alors moi, c'était le Clément. À l'époque, il y avait un Clément Terre de Rome, ça s'appelait. Ouais. Qui n'existe plus aujourd'hui, il me semble. Non. Très très vieille référence de Ouais. Clément qui était sorti il y a une douzaine d'années, je crois. Yes. 12-15 ans, ouais. Et ça, c'était au niveau rhum en général. Et après, rhum agricole, c'était ce 2 pas XO, ancienne version dans le coffret en bois là, dont je parlais tout à l'heure. Oui, moi, c'est le Naisson XO Foolproof Batcha qui m'a fait tomber dans le rhum. Ah, mais t'es un petit jeune alors. Comment expliquer cette explosion des prix sur les agricoles? S'il La y avait que Moulaga, sur les mon vieux. agricoles, ça irait. La Moulaga, tout le monde, Marc Sassier veut s'acheter une nouvelle Ferrari. Qu'est-ce que t'en Oh Marc, laisse-le tranquille. Surtout Marc. On embrasse d'ailleurs s'il nous regarde. Non, mais qu'est-ce que voilà, un produit qui marche, qui est limité, forcément, mais en plus, voilà. je sais pas qui pose cette question, mais c'est pas vrai, c'est pas généralisé. C'est Max Joyce. Non, mais écoute, en plus... Max Joyce, le truc c'est que les prix dans le rhum augmentent. Alors les prix de tout augmentent actuellement. Ouais, bah alors le rhum suit pas tout à fait l'inflation quand même. Mais et puis après les agricoles aussi, mais après ça dépend vraiment des maisons. Tout à l'heure, je buvais un Dillon 9 ans. Ça n'a pas trop augmenté et c'est quand même super bon, quoi. Après, il y a certaines maisons, oui, qui augmentent pas mal, mais quand on pense aux éphémères Saint-James qui étaient à 115 balles, ça va, c'est vraiment pas. Donc ça dépend des maisons, ça dépend des références. Non, puis ça dépend des maisons et des références. Non, puis après, c'est l'offre et la demande aussi, hein, j'ai envie de dire. C'est ça, puis il y a le souhait de valoriser un peu leur travail qui, pendant des années, était malheureusement pas à la hauteur. A été sous-coté, effectivement. Exactement. Entièrement été dévalorisé. Ouais. Là, maintenant, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de prix qui sont totalement déconnants. Par contre, pendant des années, il y avait des prix qui étaient complètement en dessous de ce que ça valait. Donc, il y a des prix actuels qui paraissent chers parce qu'il y a des gens qui ont connu la sainte époque de X ou Y distillerie. Mais en fait, les prix maintenant de ces distilleries-là sont juste des tarifs qui sont, entre guillemets, normaux. Ils ont rattrapé le retard. Alors après, certains ont même pris de l'avance. Il y en a même beaucoup qui ont pris de l'avance. Mais, donc ça, bien sûr, il ne faut pas non plus mentir. C'est une réalité. Mais pour certains, en fait, c'était juste qu'avant, ils se vendaient trop peu cher. Alors, il semblerait que le 18 ans Saint-James à la distillerie soit à 95 €. Eh ben voilà. Donc la moitié. Ça paraît complètement fou pour un 18 ans. Donc, allez en acheter en masse et vendez-nous une bouteille, s'il vous plaît. Non, mais ça paraît aussi fou. C'est vrai qu'une différence entre maintenant prix Martinique et Métropole sur les vieux, les différences deviennent de plus en plus réduites. Là, pareil, ça dépend des maisons. En fait, tu as des maisons qui s'alignent où tu vas retrouver le même prix
là-bas et ici. Et puis, il y en a d'autres où tu vas avoir des gaps qui sont immenses. Donc voilà, à voir comment tu calcules tes prix, comment tu montes tes prix. Puis C'est voilà. vrai. Ouais. Quelle serait votre meilleure bouteille à 30, 60 et 90 euros? Ça, c'est dur. C'est dur. Il faudrait vraiment que j'investigue. Ouais, c'est une question un peu trop Non, large, non, je pense. en vrai, ça se fait quand même. Ouais. Non? Bah, vas-y. Bah, Vas-y. 30 euros, je prendrais un bon blanc. Alors, pas Ouais, pareil. pas trop cher, parce que sinon, effectivement, après, tu passes la limite. Mais Un Bali 55. ouais, par exemple. En 1 litre. C'est dans les 30 balles, je crois, entre 30 et 35. Allez, voilà. C'est combien chez nous un Bel Air, puisque tu en parlais, mon cher Benoît? 45, Dans les je dirais. 50. Ah merde! Ah oui, ok. Non, C'est j'étais sur peut-être les tarifs 49, ouais, je martiniquais sais pas alors. trop. Ouais. Bon, ça ne marche pas alors. Et non. Non, bah 30 balles du coup, ouais, effectivement. Ouais, ou même un bon. Fleur de Cannes Saint-James. Et il paraît qu'ils le font plus. J'ai entendu ça, Ah. mais je sais pas si c'est vrai. J'ai loupé ça, je sais pas. Je sais pas si c'est vrai, c'est un copain barman qui m'a dit ça, mais c'est peut-être faux, je ne sais pas. Bah, Stéphane Martin qui nous regarde, il va peut-être pouvoir répondre à la question. Ouais, Stéphane, le Fleur de Cannes, paraît que ça se fait existe plus. C'est toujours. vrai? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce une fake news? Bah, Fake peut-être, news. hein. Donc voilà, sinon, 60. Ouais, 60. Attends, faut que je tapote des trucs. Bah, 60 balles, je sais pas, j'irai chercher un HSE. Un HSE ou un plantation, tiens. Ouais. Planterette, En tout cas, tu veux dire. Planterette, on va croire que je excuse-moi. fais de la pub pour ce deal en 9 ans, mais 45 balles. Bah voilà. Voilà, par exemple. Et à 90? Bah, le 18 ans Saint-James, à condition de l'acheter à la distillerie. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'irais choper? 90 balles. Oh, il y a des choses quand même. Un Caroni, mais il y a 10 ans. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas si simple en fait. Je l'ai ramené un peu vite. Ouais, non, je sais pas. Dans les moins de 90, entre 60 et 90, je pourrais pas exactement dire où. Je pense pile au milieu. Il y avait un des derniers single casque plantation, là. Un Trinidad 2011 en ex-fût de, enfin un des vieillissements en ex-fût de Bourgogne. Pour le coup, voilà, pas trop cher, qualitatif. On Après, dit je le peux attendre. HSE Small Cask. Ouais, voilà, par exemple, Voilà. carrément. Ouais, c'est bien aussi, ouais. Alors, question pour clôturer cette émission, parce que ça fait quand même plus d'une heure qu'on est là en train de raconter n'importe quoi. Pensez-vous que le rhum connaîtra un jour le même engouement en Asie et aux US? Même engouement que chez nous, j'imagine. C'est pas précisé, c'est Alexandre Mouriguet qui pose la question. Bah, grâce au travail de Planteret, ouais. Oui. Non, blague à part, j'ai du mal à y croire que ça puisse être aussi dingue que chez nous, pour la simple et bonne raison que bah, j'ai quand même l'impression que pour ce qui est en tout cas des États-Unis, il y a quand même énormément de parts de marché qui sont prises par d'autres spiritueux, en commençant par le bourbon, qui semble assez. Et la assez tequila dingue. surtout. La tequila, oui, bien sûr, oui, tu as tout à fait raison. Même bien au-dessus, ouais. En Asie, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça pourrait vraiment devenir dingue. Après, Benoît, tu as raison, la tequila, enfin les spiritueux d'agave en général ont une grosse part là-bas, mais c'est relativement récent. Enfin, C'est récent, mais c'est très très à la mode. Hein. On voit bien tous les jours, C'est tu as ça. une nouvelle star de ciné ou un Mais comme tu chanteur dis, ou c'est quoi la qui mode. sort une nouvelle tequila. Quoi. Ouais, mais comme tu dis, c'est la mode, et du coup, une mode, bah, par défaut, Elle se c'est pas passe. pérenne, quoi. Ça va Mm. changer, donc
Donc, qui sait, une prochaine mode, à la limite, si on va par là. Et puis, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de distilleries de rhum, de plus en plus. Et est-ce qu'à un moment, ces micro-distilleries ou moyennes distilleries, souvent avec un marché régional, est-ce qu'à un moment, ça va pas faire prendre la mayonnaise et que ça va mettre Je la sais pas, je catégorie pense que le marché américain comme il est déjà monté différemment que le marché européen, dans le sens où voilà, chaque État a ses propres distributeurs avec ses propres marques, des portefeuilles différents. Enfin, c'est très très complexe et surtout, on a des gros groupes qui ont la main mise là-bas. Je prends l'exemple de Bacardi, je prends l'exemple de Diageo, tout ça, qui sont quand même ultra présents sur ces marchés-là et qui ne cèdent absolument rien parce qu'ils savent que c'est le premier marché mondial, tout simplement. Les États-Unis restent le premier marché mondial pour le rhum, même si c'est pas forcément du rhum ultra qualitatif. Quand je dis ultra qualitatif, un des rhums les plus vendus au monde via le marché américain, ça reste le Captain Morgan. Voilà. Et oui. Si on parle purement chiffres. Après, je pense que pour l'Asie, par contre, ouais, il y a un réel engouement qui est en train de se faire actuellement, qui se note, déjà vu le nombre de distilleries qui sont en train d'ouvrir un peu partout sur place. Et puis après aussi l'intérêt. Je pense que ce qu'il va falloir à l'avenir, c'est peut-être faciliter le marché en ayant plus de présence sur place via des distributeurs, etc. Peut-être s'y intéresser un peu davantage. Mais je pense qu'effectivement, en Asie, le rhum pourrait, à l'avenir, éventuellement remplacer le whisky. Tout comme c'est en train de le faire tout doucement en Europe. Hein. C'est-à-dire qu'il va prendre pas mal de parts de marché au whisky, comme c'est en train d'arriver en Europe. Ah ouais, mais remplacer quand même. Tu y vas fort du collier. J'y vais fort du collier, oui. J'y vais fort du collier. Après, c'est pas en Asie, c'est pas d'ailleurs aux Philippines qu'il y a. C'est en Asie, les Philippines. Oui. Non, mais ce que je veux dire, Tanduay, la marque. Oui, Tanduay, qui est la première marque en volume du monde. Oui. Donc c'est quand même bien en Asie déjà. Donc c'est pas. Ouais, mais je pense que la question était plus par rapport aux marques qu'on trouve ici. Eh ben, il a qu'à poser des questions plus précises, l'autre. Ok. L'autre. Et on a raté une question de l'autre aussi. C'est à quand une cuvée collab single cast? Franchement, on est chaud. Hein. Ça dépend avec qui. Hein. Ça dépend avec qui. Hein. Ah bah. Non. Ouais. Avec tout le monde. Olivier Lacatin, avec tout le monde. Avec tout le monde. Une cuvée spéciale single cast Don Papa, je verrais bien avec une étiquette jaune comme ça. Dit comme ça, non, pas avec tout le monde alors. T'as dit avec tout le monde. Voilà. trop tard. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être une idée, carrément, avec plaisir. Allez, une petite dernière pour la route. À tout hasard, est-ce que vous savez pourquoi la National Rums of Jamaica ne sort plus rien, à ce que je sache? Tout du moins la série des bouteilles sobres, noires et blanches, dont notamment un Valley Royal Wedderburn superbissime. Alors, étant quelqu'un de très studieux, je vais regarder sur mon blog. Je t'en prie, Olivier, vas-y. Non, j'allais dire, j'ai vu un embouteillage... C'était pas un long pond, justement, qu'on avait pu déguster au dernier Rumfest? Un vieux bazar? Je crois bien, justement. C'est ce que je m'apprêtais à aller regarder. Effectivement, on n'a rien vu depuis. Alors, pourquoi? Non, alors, au Whisky Live, dans la série étiquette blanche et noire, nous avions un Cambridge 2005 Long Pond STCE à 60%, 18 ans d'âge. Donc, a priori, il continue à sortir des trucs. Enfin, je pense que c'était une nouveauté, puisque c'était sur le stand Bélier. Ouais, Cambridge 2010 de mémoire, selon Alexandre, pareil. 2005, j'ai la photo devant moi, Alexandre. Arrêtez maintenant. Bon, voilà. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ce petit format récréatif vous a plu. On pourra refaire ça à l'occasion, pourquoi pas, répondre à vos questions, parce que ça reste quand même toujours assez intéressant comme exercice, même pour nous. Et puis, on va clôturer l'émission sur cela, parce qu'on a déjà largement dépassé l'heure en question. Le temps passe quand on s'amuse. Et on se retrouve dans 2 semaines avec un nouveau sujet.
peut-être un nouvel invité. À voir, c'est pas encore confirmé, mais peut-être un nouvel invité. En espérant que d'ici là, Jerry Gitani sera de nouveau parmi nous. Parce que ce soir, il n'a pas pu être là parce qu'il fête son anniversaire, le pauvre. C'était son anniversaire. Joyeux anniversaire à lui s'il nous écoute. Bonne année. De là où il est. 51 ans. 51 ans, exactement. 51 ans. Et en attendant, bah, écoutez, on vous revoit dans 2 semaines. On vous remercie de repartager cette émission comme d'habitude sur toutes les plateformes avec vos amis et de laisser des commentaires, etc., et de nous soutenir. En ce qui me concerne, mes chers amis, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On vous laisse. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye. Gros bisous. À bientôt. Salut.